Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer la partie 2 des modulations numériques. Donc, la partie qui concerne l'OFDM. Donc, vous avez toujours ce lien pour pouvoir donc visionner d'autres vidéos concernant toujours la chaîne cours de télécommunication. Donc, cours télécommunication. Vous avez aussi mon email pour pouvoir m'envoyer donc des emails pour avoir des documents de cours et de TD. Donc, cette partie 2 de l'OFDM, donc c'est le multiplexage par répartition fréquentielle orthogonale. Donc, on a vu la dernière fois donc quelques données concernant l'OFDM. Donc, ici, on va voir un exemple d'utilisation de l'OFDM dans le Wi-Fi 802.11a/g/n/ac. Donc, pour ce Wi-Fi 802.11a/g/n/ac, chaque canal de 20 MHz est composé de 64 sous-porteuses espacées de 312,5 kHz. Cet espacement est choisi parce que nous utilisons un échantillonnage FFT à 64 points. Donc, il demande une certaine largeur de bande. Le 802.11a/g utilise 48 sous-porteuses pour les données, 4 pour le pilote et 12 comme sous-porteuses nulles. Le 802.11n/ac utilise 52 sous-porteuses pour les données, 4 pour le pilote et 4 donc pour les sous-porteuses nulles. Donc, on voit comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, tout à l'heure, je vais vous donner un tableau qui vous permettra de mieux voir la chose. Donc, le temps d'un sample Wi-Fi standard est de 4 microsecondes, composé d'un sample utile IFFT de 3,2 microsecondes de durée, plus 0,8 microsecondes d'intervalle de garde. Lors de l'utilisation d'un intervalle de garde plus court, de 0,4 microsecondes, le temps total du symbole est alors réduit à 3,6. Donc on voit bien ici, on a plusieurs canaux Wi-Fi et chaque canal Wi-Fi il est composé d'un certain nombre de sous-porteuses, comme on l'a expliqué dans cette phase-là. Donc dans le tableau qu'on va montrer, on va voir les débits maximum. Donc ici vous avez le tableau. On a ici la bande de fréquence qui est donnée, la largeur de bande de canal. Ici, on a le débit par flux MIMO. MIMO, c'est Multiple Input, Multiple Output. Donc, on a plusieurs flux et chacun des flux pour avoir un débit, par exemple ici, de 54, de 11 et ainsi de suite. Les débits théoriques qui sont donnés ici. Et ici, la technologie MIMO. Est-ce que chacun de ces types, est-ce qu'il utilise oui ou non? Donc, la technologie MIMO. Donc, ce qui est important, surtout, c'est la bande de fréquence, la largeur ici de canal et le débit théorique maximum. Dans certains points ici concernant le MIMO, on a ce qu'on appelle le beamforming, ou bien la focalisation en français. C'est une technique de traitement de signal qui permet d'adapter le signal émis par le routeur afin de cibler plus précisément un appareil. Donc, pour pouvoir augmenter ainsi les débits de celui-ci. Donc, le principe, c'est le même que celui d'une lampe torche. Donc, la lampe torche, on peut, disons, changer la focalité de cette torche. Donc, on peut avoir un flux qui est large, ou bien je peux pointer la torche de telle sorte que je puisse atteindre juste une petite zone, d'accord? Et donc, si je réduis la zone d'influence, donc qu'est-ce qui va se passer? La puissance, elle sera beaucoup plus haute. Donc c'est ce qui est utilisé dans les MIMO
Donc, on peut accéder vers une zone donnée pour pouvoir donc augmenter le débit, bien sûr, parce que plus la puissance est importante, plus le débit peut être plus important. Donc, dans le A, donc le 802.11a, le B et le G, donc il n'y a pas de technologie MIMO, ça veut dire plusieurs entrées, plusieurs sorties. Ici, on peut avoir donc jusqu'à 4 flux, ça veut dire jusqu'à 4 antennes. Ici, je peux avoir 3 flux. Ici, je peux avoir aussi 4 flux. Donc, c'est ce qui est important. Et bien sûr, le débit par MIMO, s'il existe, il est assez important. Ici, puisque c'est un seul canal, donc c'est la même chose. Ici, ce n'est pas la même chose. Donc, 72,2 par mégabit. Si je multiplie par 4, donc je vais obtenir un débit donc 4 fois plus grand. Ici aussi, donc, on a les différents types de Wi-Fi, donc avec l'année, quand est-ce qu'ils ont été créés. Et toujours, on a le débit maximum théorique. Ici, on vous donne en plus la portée, donc jusqu'à quelle distance on peut avoir le Wi-Fi. Ici, c'est les fréquences porteuses qui sont utilisées. La largeur de bande, elle est donnée ici, donc il y a plusieurs enveloppes. La congestion, donc, congestion, ça veut dire qu'il y a un problème de passage au niveau des routeurs. Et donc, ici, elle est élevée, ici, elle est faible. Donc, ici, elle est élevée. Donc, là où c'est élevé, donc, la qualité n'est pas bonne. Mais là où c'est faible, c'est une qualité meilleure. Et ici, où est-ce qu'on peut utiliser, quand est-ce qu'on utilise les MIMO ou pas. Ici, vous avez un tableau qui montre donc le 811AC Wave 2, parce qu'il y a deux types. Et on voit bien la bande, c'est la bande de 5 gigas. Ici, multi-utilisateur, ça veut dire que c'est un MIMO. Ici, c'est le débit, donc de phi. Ici, c'est la largeur de canal, donc je peux avoir de 20 jusqu'à 160 MHz. Les modulations, on utilise la 256 QAM. Et les spatial streams, ça veut dire c'est les flux spatiaux. Donc, au nombre d'antennes, ici, c'est 4. Donc, de 3 à 4, mais généralement, on utilise 4. Et donc, ici, le mock true output, donc, quel est le débit qu'on peut avoir? Donc, on a jusqu'à 1,52 gigabits par cycle et jusqu'à 2,26. Donc, on va voir maintenant l'organisation donc des supporters de l'OFDM avec des cordes, avec des bandes de garde et les signaux pilotes. Donc, ici, on a une bande de garde qui est donnée en grise de supporters, la même chose de l'autre côté. Ici, on a pris un canal Wi-Fi. Hein. Ici, vous avez les supporters de données, la même chose ici. Donc, la partie en rouge, c'est les supporters de données. Et ici, les points en bleu, c'est les supporters de pilotes. Donc, les supporters de pilotes qui permettent de faire le réglage des puissances. Maintenant, on va voir comment se fait l'implémentation d'un signal OFDM. Donc, j'ai une entrée série de bits. On les convertit en parallèle. Donc, j'ai des éléments binaires, LXN, qui arrivent en série. Je vais les transformer en parallèle. Ça veut dire que je prends 2 à 2 les bits. Et donc, ici, vous voyez les éléments binaires ici, sur cette forme-là. Ici, je convertis en parallèle. Donc, je prends 2 à 2. Donc, ça me donne, ici, c'est une modulation QPSK. Donc, si j'ai 2 bits, je vais avoir 4 points. Et donc, ici, c'est le domaine discret des fréquences. Chaque fréquence contrôle un signal à une fréquence donnée. Donc, j'ai chaque point ici, c'est un signal qui est transmis. Puis, je passe par le bloc IFFT. Dans le bloc IFFT, c'est le domaine discret temporel. Donc, on a des échantillons de signaux modulés et multiplexés. Donc, ils sont sous cette forme-là. Donc, c'est des échantillons de signaux
qui ont subi une modulation, puisque c'est la QPSK, et bien sûr, ils sont multiplexés, ils sont mis l'un après l'autre. On va convertir maintenant le parallèle série. Donc, je vais, plutôt, après conversion parallèle série, on va insérer des bandes de garde. Donc, on le verra aussi par la suite comment on va faire cette insertion de bandes de garde. Donc, on va revoir plusieurs fois le schéma bloc d'un émetteur OFDM ou bien d'un récepteur et on va à chaque fois ajouter des informations supplémentaires. À ce niveau-là, donc, je vais avoir un signal donc, sous forme analogique de cette forme-là. Et puis, je passe par un modulateur RF et un amplificateur. Donc, c'est la partie radio. Donc, je vais moduler pour pouvoir obtenir la fréquence en gigahertz et amplifier le signal pour pouvoir le transmettre sur un support. Donc, qui est bien sûr l'air. Ce signal OFDM, donc, il est sous cette forme-là. Donc, j'ai mis plusieurs planches pour pouvoir montrer le signal. Donc, ici aussi, la méthodologie, donc, c'est une répétition qui est donnée. Donc, la partie rouge ici en pointillé, c'est l'émetteur. La partie en vert, c'est le récepteur. Et donc, dans la partie émetteur, on a les données qui arrivent en série. Ils sont transformés en parallèle. Ici, c'est la modulation, donc MAQ. Ici, c'est la conversion sous forme donc, de signaux modulés et multiplexés. Ici, on fait intervenir l'insertion de la période de garde ou bien de l'intervalle de garde. Ici, on ajoute l'insertion donc, de synchronisation des trames. Et puis, là, c'est la partie radio, puisqu'on a un oscillateur. Donc, il permet de transformer le signal obtenu en un signal radio qui sera transmis par une antenne. À la réception, donc, on va avoir un amplificateur radiofréquence pour pouvoir amplifier le signal et puis le démoduler. Donc, je vais obtenir les IEQ. Donc, ici, dans cette partie-là, donc, j'ai un système qui me permet d'enlever la période de garde et ici, bien sûr, un système de synchronisation qui permet de détecter les trames. Donc, une fois qu'on a enlevé tout ce qu'on a ajouté en émission, donc, on va faire la FFT, donc c'est le système inverse, FFT, et ça va me donner ici donc, la phase donc, de la porteuse. Ici, ça va me donner l'amplitude de la porteuse. Après démodulation, on va obtenir donc, les signaux en parallèle. Et puis, je vais obtenir donc, les données reçues sous forme en série. Donc là aussi, c'est un autre organigramme qui permet de voir comment se fait l'émission et la réception. L'émetteur, donc en émission, on a le signal. Donc le série parallèle, c'est un commutateur, c'est comme si c'était un commutateur. Donc à chaque fois, il va alimenter une branche de la modulation. Donc ici, on regarde juste la façon dont sont organisés donc, le signal pour chacun des bits qui ont été transformés de série vers parallèle. Et ici, on ne voit que la constellation de la modulation, donc par déplacement de phase chorodatrique, MDPQ. Donc ici, on va avoir les différents symboles et on passe par la FFT. Donc on va voir, on passe par la FFT et donc on va convertir le signal de numérique vers analogique. Et là, c'est la partie, donc modulation ici. Toute cette partie-là, c'est la modulation, donc RF, c'est-à-dire radiofréquence. Donc la conversion en série parallèle, ça veut dire qu'une série de bits est divisée en un tram parallèle de taille F. Ces un tram sont des sous-canaux de taille F est égal à 4 bits par symbole. La modulation MDPQ Xn est le symbole modulé. Il est donné sous cette forme-là. Donc ici, c'est par déplacement de phase. Donc vous voyez que ici, c'est surtout la phase de la porteuse qui est modulée
Donc, le signal est transmis grâce à la phase, donc transmis grâce à ceci, avec M de 1 à 4. La transformée de Fourier inverse, elle crée des porteuses qui sont orthogonales mutuellement. Et donc, on a cette transformée de Fourier inverse, c'est xn de p. Donc, c'est la somme 1 sur n de k égale à 0 jusqu'à n-1 de xp de k, l'exponentielle. Donc, ici, c'est les différentes phases. Et bien sûr, le DAC, c'est des convertisseurs numériques analogiques. Quelles sont les entrées-sorties du bloc IFFT? Donc, on a déjà vu ce schéma-là et on a vu quelles sont les entrées. Donc, ici, les entrées, c'est des symboles, c'est des valeurs bien sûr complexes représentant les données sans l'entrée du bloc de l'IFFT. Parce qu'ici, il y a conversion en série parallèle, mais en même temps modulation. C'est pour ça qu'on a une constellation donc, à l'entrée de chacune des entrées du bloc IFFT. Les sorties du bloc sont tout simplement des échantillons du signal modulé qui sont aussi multiplexés. Le modèle du récepteur, donc on reçoit le signal, il est démodulé, donc là c'est la démodulation RF. On fait un filtrage pour laisser juste la bande dont on a l'utilisation, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, je vais avoir un convertisseur analogique numérique. Donc ici, convertisseur analogique numérique. On fait la fonction inverse de l'IFFT, qui est donc la FFT. Et on sort ici avec les différents symboles des modulations. Et là, on démodule. Donc ici, on démodule. Et on obtient donc les différents symboles qu'on va ici, en quelque sorte, faire la conversion parallèle série. Donc les filtres passent pas, éliminent les signaux hors bande indésirables. La conversion donc numérique analogique, la transformée de Fourier rapide, ici la FFT, elle est donnée par cette relation. Maintenant, on va voir le problème de l'OFDM et les multitrajets. Donc le multitrajet, vous savez que lorsqu'un émetteur envoie des signaux, il va l'envoyer dans tout l'espace. Donc en fonction bien sûr de l'angle d'ouverture de l'antenne. Donc pour cela, je peux avoir un trajet direct entre l'émetteur et un récepteur mobile. Je peux avoir un trajet donc, qui est réfléchi. Donc c'est un trajet de réflexion ici. Donc, donc le signal va aller jusqu'à l'antenne, il va être réfléchi, il va revenir au récepteur mobile. On peut avoir un deuxième signal où il y a réflexion, par exemple s'il y a une grande forêt au niveau d'une montagne et que cette forêt elle est humide, donc il va y avoir des réflexions aussi. C'est possible donc, mais c'est rare, où on a donc une réflexion sur un objet qui vole. Un deuxième cas de figure, donc j'ai une antenne d'une station de base à ce point-là. Donc le signal peut être réfléchi sur le sol pour arriver ici. Le signal peut être diffusé par un immeuble. Ici aussi, j'ai un signal qui part jusqu'à un autre immeuble. Et donc j'ai le signal qui sera diffusé. Parmi donc, les signaux diffusés, il y a un qui va arriver jusqu'à l'antenne du mobile. Et j'ai aussi donc d'autres types de signaux diffusés. Donc vous pouvez, si je suis dans une agglomération, il peut y avoir plusieurs signaux diffusés ou bien réfléchis. Un autre cas de figure, donc une antenne d'une station de base qui va émettre, et ici on a une antenne d'un mobile. Donc on n'a pas montré le mobile, mais juste l'antenne. Donc j'ai par exemple ici un cas typique où il y a 3 trajets. Le premier trajet, c'est un trajet de réflexion sur le sol. Donc l'angle θ est le même des deux. Donc l'angle incident et l'angle partant, ils sont identiques. J'ai un trajet direct, donc il n'y a aucun obstacle entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception. Alors, et j'ai un autre trajet qui est le trajet de diffusion, parce que le signal est diffusé
par un immeuble. Donc le résultat, donc on va au niveau de l'antenne de réception recevoir plusieurs faisceaux. Chacun des faisceaux ayant suivi un trajet donné, soit un trajet de réflexion, soit un trajet direct, soit un trajet de diffusion. Donc il y a plusieurs types de trajets. Et tous ces signaux vont se trouver au niveau de l'antenne, ils vont s'additionner. Donc, s'ils vont s'additionner, voilà un exemple d'un canal d'évanouissement de relais. Donc là, j'ai plusieurs signaux qui ont été réceptionnés par l'antenne du mobile et la somme de différents signaux du trajet direct, des trajets de réflexion et des trajets de diffusion vont me donner un signal qui est très variable. Donc ici, vous voyez, c'est autour, la valeur moyenne, c'est autour de moins 5 dB. D'accord? Donc ici, c'est valeur absolue en amplitude. C'est autour de moins 5. Et avec donc des variations qui sont très rapides. Et puis, de temps en temps, on a des pics où le signal diminue très fortement ici. Vous voyez jusqu'à moins 35 degrés en ce point-là. Donc, moins 35 degrés, ici c'est moins 30, moins 25. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les évanouissements. Un évanouissement, donc c'est comme une personne qui s'évanouit, elle perd donc ses connaissances. Donc ici, le signal, quand il descend trop bas, on dit que le signal est évanoui. Ça veut dire qu'il a perdu toute sa force. Donc, la plupart des communications sont caractérisées par des phénomènes de propagation qui sont la réflexion, la diffraction et la diffusion, qu'on appelle en anglais scattering. La réflexion se produit lorsque le signal rencontre une surface qui est grande par rapport à sa longueur d'onde. La diffraction se produit au port d'un corps impénétrable et qui est grand par rapport à la longueur d'onde de l'onde radio. Donc la même chose. Et la diffusion, lorsque le signal entrant frappe un objet dont la taille est de l'ordre de la grande longueur d'onde, du signal ou plus petite. Donc il y a éclatement de l'onde, donc elle va dans toutes les directions. Pardon. Les pertes varient généralement inversement avec la distance. Donc il y a un facteur 1 sur d à la puissance n, où n peut être soit égal à 2, mais parfois il peut atteindre la valeur de 4. Donc ça, c'est des parties qu'il faudrait voir dans la partie propagation. Donc le multitrajet provoque des interférences multitrajets, incluant des interférences qu'on appelle constructives ou descriptives et le déphasage du signal. Donc je reviens un peu en arrière pour expliquer ceci. Donc vous voyez ici, on a des sommets, des maximums. Donc là, c'est une puissance plus importante que ce qu'on devrait recevoir en espace libre. Donc des valeurs plus grandes. Donc on appelle ici un multitrajet constructif. Quand j'arrive ici, l'onde elle est détruite et donc ici, on a aussi donc un multitrajet destructif. Ça veut dire que l'onde elle est détruite et elle diminue très fortement. Pardon. Donc on a ce qu'on appelle des interférences constructives. Donc le signal augmente. Destructif, ça veut dire que le signal diminue fortement. Et bien sûr, un déphasage de signal provoque aussi ces interférences. Les interférences destructives provoquent des atténuations très importantes, ce qu'on appelle les évanouissements du signal. Donc un exemple d'interférence intersymbole. Donc j'ai un signal transmis. Au niveau de la réception, donc le signal reçu, je vais avoir un trajet direct, le signal qui provient par un trajet direct. Je vais avoir des signaux par trajet réfléchi. Donc on suppose qu'on a ici 5 signaux qui arrivent par des trajets réfléchis différents. Et vous voyez ici, à chaque fois, ça c'est le décalage ou bien le retard. À chaque fois, j'ai un retard. Donc, ça dépend bien sûr de la distance traversée. Et le trajet direct et le trajet réfléchi diffèrent par une phase. Et cette phase
se traduit par un retard temporel. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs signaux. Ces signaux sont indésirables, mais ils arrivent quand même avec le signal en rouge qui est le signal du trajet direct. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les symboles s'additionnent sur le canal. Donc, ici, le signal en rouge ainsi que ces 5 signaux vont s'ajouter parce que l'antenne les capte en même temps. Donc, ils vont s'ajouter. Et donc, les symboles s'additionnent sur le canal. Donc, ce qui va se passer, je vais obtenir des distorsions. Donc, le signal résultant, au lieu qu'il soit sous cette forme-là ou un peu déformé, là, il est complètement déformé. On ne sait même pas si c'est un signal numérique ou pas. Donc, ça veut dire que quand je vais faire la détection, obligatoirement, je vais avoir des bits donc, du signal transmis qui vont être déformés ou bien qui vont disparaître complètement. Encore un autre cas de figure donc, du retard, pour montrer le retard. Donc, la distance traversée par le signal de ce point-là à ce point-là, elle est différente de la distance traversée par le signal de ce point-là via le bâtiment jusqu'à l'antenne de réception. Donc, ce retard temporel est important. Donc, le problème qui se pose, c'est que l'orthogonalité donc, avec laquelle on a appelé le OFDM, elle va être donc complètement effacée par le multitrajet. La figure ci-dessous, on l'a vu, le trajet direct et celle du trajet réfléchi. Elle montre 2 copies du signal. Donc, avec, bien sûr, ce qui est important, c'est ce retard-là. Donc, le retard-là, il va se traduire. Donc, je vais obtenir ici, puisqu'on a pris un cas simplifié où j'ai 2 signaux, ce signal-là et ce signal. Donc, en trait continu, ici, j'ai le signal donc, qui a suivi un trajet direct. Et en pointillé, donc, il y a un décalage. En pointillé, je vais avoir le signal qui a suivi une réflexion. Et donc, je dois faire la combinaison de ces 2 signaux. Donc ça, c'est en pointillé le trajet, ou plutôt en zone continue, ça c'est le trajet direct, ça c'est le trajet réfléchi. Si je fais la somme de ces 2 signaux, je vais obtenir quelque chose qui est comme ça. Donc vous voyez, ici j'ai une petite interférence entre les deux, et je vais avoir un signal qui est sous cette forme-là. Donc c'est la somme de ces 2 signaux qui est donnée sur ce graphe-là. Donc on voit bien qu'il y a déformation du signal donc, qui a été transmis. Et cet intervalle-là, il va faire intervenir ce qu'on appelle l'interférence intersymbole au niveau de cet intervalle de temps. Les effets du multitrajet, donc s'il n'y a pas de multitrajet, donc je vais avoir le symbole K-1, puis le symbole K, puis le symbole qui le suit. Donc on a des périodes de d'échantillonnage, et T c'est égal à 1 sur F. Dans le cas de multitrajet, je vais avoir un trajet direct ici, c'est celui d'en haut. Et en bas, je vais avoir le signal qui a été retardé, donc c'est le signal réfléchi. Et on voit que cet intervalle de temps, c'est l'intervalle de retard dans chacun, bien sûr, des symboles K-1 ou symbole K, ou bien symbole K plus 1. Donc toujours on a des retards. Et si je fais la somme de ces signaux, donc ce retard, donc cet intervalle-là et cet intervalle-là, il va créer des interférences intersymboles. Pourquoi? Parce que le trajet direct, il part de ce point-là jusqu'à ce point-là, mais le trajet réfléchi, il part de ce point-là à ce point-là. Donc, ce signal, il va s'interférer avec le symbole K, et bien sûr, ce signal aussi, il va s'interférer avec le symbole K plus 1. Et donc, je vais avoir ce qu'on appelle l'interférence intersymbole qui est créée par le multitrajet. Donc maintenant, la technique d'insertion de l'intervalle de garde dans l'OFDM. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends cet intervalle-là et je vais le mettre ici. Donc, vous voyez, j'ai copié un préfixe, c'est ce qu'on appelle un préfixe. Donc, c'est un laps de temps du symbole. Je vais le mettre sur le symbole, sur la partie d'avant du symbole. Donc, c'est ce qu'on appelle l'insertion du préfixe cyclique. Donc, l'intervalle de garde préfixe cyclique utilise pour augmenter la robustesse de l'OFDM.
Donc ce préfixe cyclique est formé par une partie du symbole OFDM qui est copiée au début de la période du symbole. Donc c'est ce qu'on a montré. L'insertion de l'intervalle de garde. Donc vous voyez qu'est-ce qui se passe. Ça c'est l'axe de temps. Donc ça c'est les différents symboles qui arrivent. Donc un symbole OFDM, il est constitué de ce point-là jusqu'à ce point-là. Et donc qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je prends la fin du symbole et je l'injecte au début, la même chose. Je le fais plusieurs fois. Donc ça, c'est l'insertion de l'intervalle de garde. Le canal, il est sous cette forme-là. Et donc, la convolution cyclique du signal transmis avec la réponse impulsionnelle du canal, ça va nous donner, donc ça c'est une convolution cyclique dans le domaine temporel, ça va se traduire par une multiplication dans le domaine des fréquences. Donc ça c'est une règle de traitement de signal. Donc la transformée de Fourier d'un produit de convolution a comme résultat donc la multiplication dans le domaine des fréquences. Donc cet intervalle de garde ou bien l'extension cyclique, elle permet d'éliminer l'effet de l'interférence intersymbole. Donc la bande de garde peut ne pas contenir de signaux du tout. Hein. Donc on peut même ne pas prendre une partie du signal et la mettre dans le rouge. Cette bande de garde est utilisée dans les systèmes OFDM contre les évanouissements multitrajets. Donc ils permettent de réduire le multitrajet, les effets du multitrajet. Donc si TG est la bande de garde, T étalement du retard, c'est étalement du retard multitrajet, le T. Donc la bande de garde, elle doit être toujours supérieure à l'étalement du retard. Ça veut dire que les retards qui sont dus aux signaux donc réfléchis ou bien diffusés, donc si je mets cette bande de garde, j'élimine l'effet donc de ces retards sur les symboles. Dans ce cas, le problème de l'interférence interporteuse peut surgir. Pourquoi? Parce que chaque canal, il a sa propre fréquence porteuse. Et donc, le fait de prendre une partie et de la décaler au début, donc il y a un risque d'interférence interporteuse qui peut surgir. Pour éliminer cette interférence interporteuse, le symbole OFDM, il est cycliquement étendu sur la bande de garde. Donc, on va défaire comme si on faisait un décalage. Ceci assure donc des répliques retardées du symbole OFDM qui ont toujours un nombre entier de périodes entre les sous-porteuses dans l'intervalle de la FFT. Donc, il y a toujours un nombre entier. C'est important. L'évanouissement et la diversité des antennes. Donc là, c'est des techniques qu'on va voir qui permettent aussi de réduire donc, les évanouissements et donc l'interférence intersymbole. Donc on utilise la première, c'est la diversité des antennes. Elle est connue aussi sous le nom de diversité spatiale. C'est un des nombreux systèmes de diversité sans fil qui utilise deux antennes ou plus pour pouvoir améliorer la qualité et la fiabilité d'une liaison. Donc ça, c'est très utilisé dans le domaine de la radio. La diversité des antennes, elle est très efficace pour atténuer les effets du multitrajet. Donc, plusieurs antennes offrent au récepteur plusieurs observations du même signal. Et donc, généralement, les antennes sont pensées à une distance bien spécifique entre elles. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser une distance entre les antennes bien spécifique qui est reliée, bien sûr, à la fréquence de radio qui a été transmise. Donc, chaque antenne recevra un signal qui provient d'un environnement d'interférences différentes. Et donc, on fera la somme d'une certaine façon qu'on va voir par la suite. Si une antenne reçoit un signal ayant un évanouissement profond, il est probable qu'une autre antenne reçoit un signal suffisant. Donc, collectivement, ça veut dire que si je prends les deux signaux, un tel système peut fournir une liaison solide. Ça veut dire que je peux utiliser, par exemple, un système de commutation.
Si une antenne reçoit un signal faible par rapport à une autre, donc j'enlève le signal faible et je ne prends que le signal donc fort d'une autre antenne. Et donc ça me permet donc par commutation de choisir toujours le meilleur des deux signaux qui sont recueillis au niveau de deux antennes différentes. Exemple, on peut avoir un système CISO, donc entrée unique, sortie, donc single input, single output. Donc je peux avoir une antenne avec une seule entrée et une antenne plutôt avec une seule sortie et une antenne avec une seule entrée. C'est le système classique. Donc les systèmes conventionnels utilisent ce type de configuration. Je peux avoir donc ce qu'on appelle la diversité d'antennes. Donc on a des entrées multiples et des sorties multiples. Donc ici, j'ai plusieurs sorties. Donc ici, j'ai plusieurs entrées qui sont combinées. Ici, je peux avoir deux antennes émettrices et une antenne réceptrice, ou bien l'inverse, une antenne émettrice et plusieurs antennes réceptrices. Donc là, c'est les cas de figure qu'on peut utiliser dans les systèmes MIMO. Pour l'instant, on ne parle que de l'antenne, on ne parle pas comment se fait la combinaison des signaux. Donc, j'ai ici aussi un autre système MIMO, donc 3 par 3, ça veut dire 3 antennes en sortie et 3 antennes en réception. Au niveau des récepteurs, on n'explique pas comment ça se passe. Donc, il y a plusieurs méthodes. On peut avoir la combinaison des 3 signaux. On peut aussi la commutation entre les 3 signaux. On choisit toujours le meilleur des 3 signaux qui sont reçus. Donc ici, bien sûr, une matrice de transmission de 9 éléments. L'espacement des antennes est très important, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc l'intervalle, la distance entre les antennes, elle est très importante et elle dépend aussi de la fréquence de réception ou bien de transmission du signal. Donc on a une autre ici, la diversité, donc une antenne en sortie et deux antennes en réception. Donc là aussi, on peut faire toujours le choix entre les signaux de l'antenne 1 et le signal de l'antenne 2 d'une certaine façon. La configuration MIMO 1 par 2, donc cette configuration est la plus simple des diversités d'antennes. Les données redondantes sont transmises au récepteur. La diversité d'antennes est simple à mettre en œuvre, ne nécessite aucun codage spécial, donc c'est juste une commutation. Exemple, diversité d'antennes. J'ai des signaux qui arrivent ici. Obligatoirement, c'est en quelque sorte le même signal, mais sous des versions différentes parce que chacun a été donc transmis à travers une distance donnée et avec bien sûr des obstacles donnés. Plusieurs méthodes pour améliorer le signal reçu. Ici, je peux avoir ce qu'on appelle le signal A et B. Ici, un signal, donc je prends le max. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la diversité de signal commuté. Donc c'est le système commuté qui prend le meilleur des deux. Donc j'ai deux signaux qui sont là. Et à chaque fois, le rouge, il va suivre le maximum des deux signaux qui ont été reçus. Ici, dans ce cas-là, le signal reçu, donc je prends la somme des deux. Le signal reçu, parce que c'est A et B, c'est la somme des deux. Le signal combiné, ici c'est multiplication, pardon, et ici c'est une addition. Donc je prends la somme des deux. Donc vous voyez le premier signal et le deuxième signal ici. Et la somme de ces deux signaux, elle va me donner donc un signal sous cette forme-là. Et généralement, donc ça fonctionne. Donc ceci termine cette partie 2 de l'OFDM. Donc on va continuer avec une troisième vidéo qui va donc prendre en charge la fin de ce cours avec bien sûr le développement de la partie CDM. Je vous remercie et à la prochaine séance.